Quelles ont été les bonnes décisions et les éléments que tu ou que vous avez mis en place qui vous ont permis d'atteindre... Alors, tu n'as sûrement pas atteint l'ambition que tu avais pour ce projet, mais déjà d'atteindre la taille et le positionnement que tu as aujourd'hui. Ouais. Avec du recul, on ne voit pas les galères, il y en a eu plein. Non, bien sûr, un milliard. Mais les bonnes idées, les bonnes choses que tu as faites. Ouais, je pense que... alors déjà, moi, j'aime bien arriver dans une industrie qui existe, qui est vieillissante, et de casser les codes. Donc déjà, il y a une logique de... on va rien faire comme tout le monde. On va faire quelque chose de différent et on va l'apporter à la sauce comme on le voit. Et moi, j'avais vu quelque chose. Je me suis dit, on va faire comme ça. Donc déjà, il y a l'ambition de casser les codes et de se faire remarquer. Et comment tu te fais remarquer? Tu crées une marque. Et aujourd'hui, c'est logique pour une marque B2B, enfin pour une boîte B2B d'être une marque, de travailler son branding. Mais à l'époque, pas du tout. Tu étais B2B, bon, bah, tu as un logo et c'est tout. Nous, c'était de se dire... Moi, je me suis dit... tous les donc tous les gens, nous, qui consommons des réseaux, qui consommons de la communication, on travaille tous dans des boîtes. Et moi, toutes les boîtes sont mes clientes. Donc du coup, je vais communiquer en B2B, enfin une boîte B2B comme si on était B2C, dès le début. Et dès le début, on va positionner une marque. Certes, on est marque blanche dans le sens où nous, on met pas notre logo partout. C'est les clients, c'est le client qui vient rajouter son identité. Je me suis dit, mais nous, on va être une marque forte. Et je pense... Donc, marque forte, communiquer comme une marque B2C et casser les codes, c'est ce qui nous a permis rapidement dans une industrie où il y a 2000 concurrents de sortir du lot directement. Avec une approche aussi différente, tant par la qualité, parce que c'était la meilleure qualité du marché, l'expérience beaucoup plus high level que ce qui se faisait, et apporter un enjeu de responsabilité, de plus local, etc. Tout ça mis bout à bout avec une grande ambition et de faire, entre guillemets, en prenant des risques et en cassant les codes, c'est parti, quoi. Après, il y a eu quelques bonnes idées qui ont marché. On a fait 2-3 OP de com qui nous ont fait aussi partir dans un autre... Je pense que pour le coup, The Family n'a pas toujours eu un impact énorme pour les startups qui étaient chez elle. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'il y avait un match aussi quand même hyper intéressant. Parfait. En fait, Kimono était devenu leur modèle de référence. Ils se disent, ça y est, on a trouvé, c'est ce qu'il faut faire. Ils ont essayé de le faire avec plein de personnes, plein d'autres boîtes. Là, il y avait entre Olivier et The Family... un match parfait. Et entre Kimono et accessoirement The Family, tu as quand même surfé sur des belles années de recrutement et de scaling de boîtes qui se sont tous donné le mot. Nous les premiers chez Ekiden pour apparaître en photo et créer cette dimension-là. Et il y avait un momentum aussi énorme. Il y avait le vrai go-to-market, il était parfait, quoi. Ça, c'est vrai qu'on pouvait pas... Donc, comme quoi, c'était pas calculé, mais parfois, honnêtement, Kimono, c'est un aliment parfait, beaucoup de chance, beaucoup de risques pris. Les kimonos ne seraient pas devenus ce qu'on est aujourd'hui si les 3 premières années on était en mode full risque. Lesquelles justement, quelles sont les bonnes décisions managériales et entrepreneuriales que tu as pu faire? Quand tu dis on a pris des risques, on ne se rend pas compte des risques financiers. Les risques financiers, c'est que nous Tu disais tout à l'heure que tu as eu une logique de start-up mindset au départ à cramer un peu de cash, c'est ça? C'est ça, c'est que en fait, nous, on n'a jamais levé de fonds au début, en tout cas. Et donc, du coup, on était dans une logique et on n'a pas de modèle de récurrence. Donc, du coup, tu signes une commande chez moi, ça ne veut pas dire que tu vas commander le mois prochain. Donc, j'ai aucune idée. Donc, je navigue à vue, j'ai aucune idée de ce que je vais faire sur le mois d'après. Et donc, du coup, le truc un peu risqué, c'était de dire que moi, j'avais au début, les 10 premiers employés, c'était que des commerciaux. Et du coup, dès qu'un sales attenait par mois, je ne sais plus combien, c'était 30 ou 40 000 de CA. Moi, c'était un déclic de dire, c'est bon, il est à son max, on peut recruter un autre. Plutôt de se dire, est-ce qu'on est rentable, est-ce qu'on peut optimiser? C'était plus une addition de sales. Et donc, du coup, on augmentait la charge considérable des RH en n'ayant aucune sécurité que le mois prochain, on puisse payer les salaires, en fait. Et du coup, il y avait une telle dynamique de se dire, on a confiance en nous. On communique comme des fous, on teste toutes les méthodes, il y a un marché, on sait qu'il est gigantesque, on sait qu'à notre place, on va le faire sans aucune prévision, aucune. C'est-à-dire, aujourd'hui, je referai un business, je ferai quand même un peu de prévision, je serai peut-être un peu plus maîtrisé. Là, c'était all-in et on prend tous les risques. Et on dépense et on investit, on laisse pas 1 euro sur le compte, on dépense en com, en market, on avance en mode start-up, sauf qu'en fait, il n'y a pas de fonds, il n'y a pas de fonds derrière. Donc, tu peux vite te planter. Donc, c'est une gestion du BFR presque parfaite dès le début. Et voilà, le gros risque, c'était de recruter sans même savoir. Voilà, c'était un gros risque humain, en fait. Et après, des choses qui te semblent être, après coup, des très bonnes décisions qui n'ont peut-être pas été faciles à prendre?
Tu veux dire des décisions d'arrêter des choses ou ou même d'organiser les choses différemment. Ouais, mais tu vois, je Vous ne maîtrisez pas la prod, par exemple? Non, si, on ne maîtrise pas la prod. Ouais. C'est aussi un choix, potentiellement. Ouais, c'est un choix stratégique parce qu'en fait, au début, grâce à Hugo, on a eu des bons prix dès le début. Et en fait, on aurait pu se dire, maintenant, il faut passer la next step et donc avoir l'outil de production. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, c'est encore plus clair aujourd'hui, on est parmi le top 3 clients de tous nos partenaires. Et en fait, c'est le même prix que si c'était à nous, en fait. Okay. Et t'as pas les galères, t'as pas les risques, les galères, les charges, les coûts et tout ce qu'on sait. Donc du coup, ça a jamais été trop un sujet. Non, mais on est parti très tôt à l'international. On a ouvert des bureaux à Londres, à Berlin, à Madrid. Et quand ils pensent, on y allait en plus en système D. Il faut y aller all-in quand tu vas à l'étranger. Donc ça, c'était forcément une erreur. Mais aujourd'hui, j'ai zéro regret parce que ça donnait une dimension tout de suite internationale à Kimono, des objectifs de croissance. Et en plus, on a fait des bons chiffres là-bas. Donc, et ça, c'est des choses qui sont maintenues aujourd'hui? Non, aujourd'hui, tout est en France. Par contre, on bosse toujours avec ces pays, mais à distance. Donc, on n'investit plus. Donc, forcément, le chiffre est flat, mais il est toujours présent. Ouais, mais ça montre aussi des décisions pas évidentes à prendre. D'ouvrir un bureau en 6 ans et de le fermer après en disant ça n'a pas été difficile, mais le Covid a aidé. Covid nous a aidé à prendre cette décision. Non, mais des décisions pas faciles, il y en a eu plein. On reviendra après, mais il y a déjà le fait de ne plus travailler non plus avec Hugo, qui est sorti de l'opérationnel. Je ne sais pas si ça a eu un impact, mais c'était super fluide. Okay. En fait, lui, très, très rapidement, quand on a mis quelqu'un à la production et qu'on a commencé à sous-traiter à une quinzaine de partenaires et non pas un, il s'est rendu compte qu'il était plus utile dans l'équation et que c'était plus son sujet. D'intérêt. Et comme il n'a jamais été de base full-time, c'était évident. C'est juste que du coup, il avait encore un peu plus de temps, il participait encore à l'aventure. Et il est présent au grand moment, mais très tôt, il est sorti de l'opérationnel. Ok. On parlait des 4 offres. Ouais. Tu peux me dire la répartition du chiffre d'affaires grosse maille de ces 4 offres, sachant qu'il y en a une qui est assez récente. Enfin, non. Il y en a une historique. Après, les 2 autres, je pense au off-site et je pense au conseil culture qui sont un peu récents. Figure-toi, donc le merchandising est toujours le numéro 1, puisqu'on est identifié comme ça. J'aimerais qu'on le soit moins, mais on est identifié. Donc c'est génial parce que c'est du volume et de l'acquisition client intéressante. Ouais, clairement. Donc là, ça doit être 60% du chiffre à peu près, encore. L'événementiel a explosé, donc croissance à 3 chiffres depuis 2-3 ans. Donc il double, voire triple chaque année. Donc ça a bien pris 25% du chiffre. Maintenant, parce que le panier moyen est beaucoup plus gros. Tu vois, pour une même équipe de 100 personnes, c'est peut-être une commande à 20 000 euros vêtements. Un off-site, c'est tout de suite 100 ou 200 000 euros. Donc le panier moyen est plus intéressant. La marge n'est pas la même, par contre. Et sur nos 2 offres, donc ensuite, on a les bureaux, Office Design. On a pris le parti très tôt, nous, de piloter les projets et de facturer que nos honoraires plutôt que de prendre le projet global. Ce qui fait que du coup, le chiffre d'affaires est beaucoup moindre, mais c'est du conseil, c'est de l'expertise et donc c'est de l'interne. Donc en termes de marge, c'est presque du 100% moins le temps humain. Donc l'office, ça doit être 7, 8, 10%, allez, et il reste 5% sur le conseil, qui est en train de, ça y est, prendre une grosse place tant dans la demande que dans nous, la stratégie. Et je pense que demain, en tout cas c'est ce qu'on va essayer de faire, ça doit être cette BU qui doit porter et qui doit être la plus grosse. Puisqu'en fait, la beauté du modèle, c'est que peu importe par où le client arrive, on le nurture et donc du coup, il signe après partout. Croisée dans tous les sens. Donc voilà, et du coup, donc ça c'est magnifique et tu fidélises encore plus. Et on a une stat, c'est que tous les clients qui sont passés par le conseil sont passés, donc tous 100% sont passés par 100% des offres. Ce qui veut dire que si on augmente le conseil, on augmente tout le reste. Ça ruisselle sur le reste. Et d'un point de vue légitimité, expertise, on est beaucoup plus high level sur le sujet de la culture. Et donc ça nous intéresse. Donc là, la strat, d'ici 2 ans, c'est que cette BU soit la plus grande. Donc tu mets les pieds dans le conseil. Ouais. C'est chaud parce que tu es sur le service, tu es sur le produit, tu es sur presque l'infrastructure avec les bureaux. Enfin, ça reste du produit matériel. Oui. Cette diversification qui est parfois un peu casse-gueule, un peu coûteuse, où tu es un peu, on va dire, au lancement de beaucoup de choses et donc tu essuies les plâtres sur chacun des nouveaux chantiers que tu lances parce que tu n'as pas le recul et que tu fais des erreurs de débutant. Beaucoup d'entrepreneurs se posent la question, est-ce que je dois me diversifier ou à quel moment je dois me diversifier? Toi, visiblement, ça a été très tôt. Très tôt. C'est pas épuisant, c'est pas...
compliqué à gérer pour une petite structure, relativement petite structure c'est un vrai challenge, mais c'est ce qui fait l'ADN de Kimono aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est ça qui me porte. Et je pense que la vision de Kimono est très liée à ma personnalité. Ce côté touche à tout sur produit, ce côté curiosité de tout sur produit. Curiosité et surtout multiplier les choses, mais en leur donnant un écosystème et du sens. Parce que Day One, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la partie culture et les autres offres sont arrivées d'un point de vue opportunité. Or, Day One, j'ai dit à mes associés, The Family et Hugo, qui n'étaient pas spécialement pour, qui étaient plus, on verra, nous, à la base, on pense les vêtements, il y a un gros marché. Moi, je leur ai dit, Kimono n'est pas un fournisseur textile, Kimono est un culture designer, et vous verrez, on sera le magasin de la culture, et il y aura plein de produits. Et j'avais déjà en tête l'événementiel, les bureaux et plein d'autres. Et du coup, par contre, j'aurais dit, on va se concentrer sur on va être le leader là-dessus, et ensuite, on va se donner une légitimité. Donc, on a attendu 2 ans avant de lancer les bureaux. Ça a été le plus grand pari, et je suis content parce que du coup il a marché, mais moi ça a été un gros stress parce que c'était la première fois qu'on allait communiquer à tout le monde qu'on fait autre chose. Ouais. Et tu te dis, soit tout le monde va nous rironner et va dire mais qu'est-ce que vous faites, vous avez pété un câble, t'as perdu ta marque, t'as perdu ton ADN, ouais. Ou ça va renforcer et muscler le discours. Et ce qui est arrivé, et j'ai eu tous les KPI que je voulais, c'était mais pourquoi vous l'avez pas fait avant, vous êtes culture designer, c'est logique, on me l'a dit plein de fois. Et en vrai, techniquement, c'est pas logique, mais par contre, si, c'est logique à la vision de Kimono et au discours. Et quand on a lancé le conseil et l'événementiel, ça n'a fait que muscler le discours. Donc aujourd'hui, depuis 2 ans, on a vraiment passé le statut de culture designer. Et quand tout le monde vient nous voir et nous dit non, mais vous êtes l'expert en culture, donc je viens voir pour ci, pour ça. Je dis on a réussi parce que du coup, en termes de différenciation, nous, on n'a pas de concurrents. J'ai des concurrents dans tous les métiers, mais j'en ai aucun qui porte ça. Et le jour où on en a un, ça veut dire que soit on est très très gros, soit le marché est en train d'exploser. Donc ça, c'est notre différenciation, notre force. Et pour répondre à ta question sur est-ce que ça a été dur ou pas, honnêtement, ça va, parce que dans le sens où qu'est-ce qui se passe à chaque fois. Donc nous, on structure les équipes. On a l'idée de la prochaine BU. Elle part toujours d'une rencontre avec une personne qui va la porter, donc un head de BU. Et ensuite, on teste Système D très rapidement. Donc on fait une petite landing, une petite OP de com, on teste avec nos clients et on voit comment ça prend. Si ça prend, ça y est, on structure et on lance et on recrute une première personne. Et honnêtement, moi, je ne l'ai pas vu comme un défocus ou une diversification. C'est justement, on vient compléter sans impacter le bébé initial. Alors, c'est sûr que si les 60 aujourd'hui étaient focus sur le merchandising, peut-être qu'ils seraient plus forts. Mais aujourd'hui, c'est pas ça la force de Kimono. La force de Kimono, c'est c'est la vision de culture. Et aujourd'hui, on est ultra bien organisé entre les 4. On s'apprête à lancer une prochaine verticale. Pareil, c'est moi qui vais... En général, c'est un peu moi l'initiateur de la verticale. Je réfléchis, je la teste, je réfléchis avec cette potentielle personne ou avec les équipes. Et on démarre, on test and learn, valider, boum, on structure. Et c'est assez fluide, quoi. Et moi, je vois encore plein de verticales, plein de métiers pour Kimono. Il y en a une à laquelle je pense qui est assez sexy et qui correspond aussi à ta perso avec le goût de la déco et des beaux endroits. Ouais. Ça s'est lancé, le projet de... Pas encore, mais ça arrive. Maison, d'avoir sa propre maison. Kimono House, ça me fait penser à Iconic House de Thibaut Elzière et le fait d'avoir des beaux endroits, décorés, capables d'accueillir. Donc ça serait une 5e verticale, ce projet-là ? Ce serait une 5e verticale et elle arrivera en 2024. Donc Kimono House, c'est des lieux de vie pour accueillir des séminaires. Donc on vient dépoussiérer encore une industrie existante et vieillissante. Le leader sur le marché, c'est Château Forme, que tout le monde connaît. Et le but, c'est de faire différemment, avec une autre approche. La bonne nouvelle, c'est que nous, on a déjà les clients, on a déjà l'expertise événementielle, donc on sait créer le produit parfait. Et on est en train de le faire et on va le faire. Donc ça ressemble, comme tu dis, un peu à Iconic House dans l'approche, sauf que lui, c'est du marché différent. Lui, c'est de l'ultra luxe. Et c'est du petite taille. Petite taille, ouais, c'est pour 16 personnes maximum. Or, nous, c'est pour 20 à 50 personnes. Et B2B. Donc séminaire, etc. Donc ça, en effet, comme tu l'as dit, ça réunit tout ce que j'aime. Et je pense que c'est une verticale qui va porter la croissance de Kimono vraiment loin, mais surtout moi qui me passionne, mais t'as pas idée. J'imagine. Au niveau de la boîte, ça m'intéresserait de connaître quelque chose qui, selon toi, est un point fort, soit dans l'acquisition client, soit justement dans la partie idéation et être capable de lancer de nouvelles verticales, soit, je sais pas, niveau CRM, niveau marketing, niveau com. Qu'est-ce qui, avec le recul, tu trouves est vraiment un point fort chez Kimono? Il y en a plusieurs, mais déjà notre discours.
Ouais. Le discours sur la culture entreprise, on est les seuls. De vendre, que ce soit des bureaux, des événements et des vêtements, grâce avec ce discours, c'est une des grandes forces, parce qu'on ne se positionne pas comme un prestataire, mais plus un penseur de la culture et une boîte qui innove. Ça, c'est un des points forts. Il y a notre état d'esprit en interne, qui est un gros point fort, à savoir, on a des valeurs très fortes, on est autant résilient que sympathique, et donc du coup, on essaye d'être dans le combat sur nos marchés, donc on est très processé, très structuré, très rigoureux, et on travaille dur, et dans le sens, on essaye de faire que cette aventure soit une aventure incroyable pour tout le monde et que ce soit un accomplissement personnel et professionnel, que tout le monde soit heureux dans son travail, qu'il puisse se développer. Et j'ai plein d'histoires en interne qui le prouvent et qui, moi, me disent en fait que peu importe la suite, c'est un succès. En fait, j'ai réussi à transformer la vie de mes équipes à plein de niveaux. Et pour moi, c'est une des plus belles victoires. Donc ça, c'est une force. Donc bien évidemment, notre équipe, mais surtout le mindset qu'on a, que je rabâche en permanence, que je transmets à des managers et à des personnes qui viennent d'arriver. Donc nos valeurs et vraiment comment on agit face à des conflits, face à des problèmes. Des galères, on en a eu plein. Kimono aurait pu mourir 250 fois. On a réussi, grâce à ce mindset, grâce à cette agilité, ce côté ninja qu'on aime bien, à réussir à surmonter tout ça. Et donc il y a ça. Et un autre, pour finir, on l'a un peu dit déjà, mais c'est la marque. C'est qu'on a énormément capitalisé pour créer une marque forte qui aujourd'hui fait qu'on ait une notoriété publique qui nous fait passer beaucoup de portes. Et ça, c'est un point fort non négligeable.